Depuis longtemps, j'éprouve un vif intérêt pour tout ce qui est images, photographie, montage vidéo. Aussi, quand, à l'âge de 8 ans, j'ai eu ma première caméra, je suis allée au lac des Minimes, pas très loin d'ici, et j'étais enthousiasmée, j'ai voulu tout filmer dans les moindres détails. Je vous épargne le reste, c'était catastrophique. En tout cas, cette vidéo m'a fait me poser une question. Je me suis dit, mais pourquoi, quand je bouge les yeux, je n'ai pas mal au cœur? Pourquoi, quand je déplace mes yeux aussi rapidement que quand je déplace la caméra, eh bien, l'environnement reste stable? Eh bien, ça a été le point de départ de mon questionnement de chercheur et j'ai réalisé un certain nombre d'expériences pour essayer de comprendre. Et je vais vous présenter ce soir certains de mes résultats. Alors, avant de vous présenter ces résultats, je vais vous donner quelques petites précisions sur l'anatomie de la rétine humaine. Il faut savoir qu'à l'arrière de l'œil, sur la rétine, il y a une petite zone d'acuité visuelle maximale. Petite parce qu'elle correspond à mon ongle de pouce quand je tends le bras. Donc c'est vraiment petit. Et dans cette zone, quand les objets viennent se projeter sur cette zone, ils apparaissent nets, alors que s'ils se projettent un peu plus loin, ils seront flous et distordus. Juste un autre exemple pour bien vous faire comprendre ce qui se passe. Si je regarde un nuage, le nuage va me paraître net parce que son image va se projeter sur la zone d'acuité maximale. Si en dessous de ce nuage, il y a un oiseau, je vais pouvoir savoir que c'est un oiseau, mais je ne saurais pas lequel c'est. Pourquoi? Parce que son image se projette loin de la zone d'acuité maximale. C'est pour cela que l'on fait des mouvements oculaires qui s'appellent saccades oculaires. Pourquoi saccades? Parce que ça va très vite. Et seulement après ces saccades oculaires, je suis capable de vous dire qu'il s'agit d'une mésange et non pas d'un moineau ou d'un canari, par exemple. Ça veut dire que le cerveau est capable de faire des prédictions en moins de 50 millisecondes, c'est extrêmement rapide. Il est capable de faire des prédictions sur ce qu'il va voir après le mouvement oculaire. Faisons un petit exercice ensemble, pas très compliqué. Vous êtes, a priori, en train de me regarder. J'espère. Alors, je vous demande de continuer à me regarder, c'est très important. Continuez à me regarder et vous allez voir apparaître dans votre champ périphérique, mais vous me regardez donc vous ne savez pas, juste vous imaginez que dans votre champ périphérique, vous avez un petit cercle gris, mais comme vous continuez à me regarder jusqu'à ce que je vous donne le signal, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle gris. Je vais vous donner le signal et vous allez me regarder, donc de moi, et vous allez faire votre saccade oculaire vers le cercle gris. Attention, 1, 2, 3, saccade oculaire. OK. Et là, et uniquement après votre saccade oculaire, vous êtes capable de me dire qu'à l'intérieur de ce cercle gris, il y avait une image de MapMonde, et non pas une image de quelque chose de rond qui serait un ballon de football, par exemple, ou encore l'image d'une tête avec un cerveau. Eh bien, c'est exactement ça qu'on demande de faire à nos participants pendant l'expérience. Plus précisément, on demande à nos participants de venir dans une salle dans laquelle il y a un ordinateur avec une caméra ici, à haute précision spatiale et temporelle. Et pendant que nos participants regardent les formes que l'on projette sur l'écran, donc par exemple des formes rouges, des formes vertes, eh bien on enregistre continuellement les mouvements de leurs yeux. Ainsi, on demande à nos participants de faire des mouvements oculaires de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, des saccades oculaires. Et il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. C'est qu'en fait, pendant qu'on déplace les yeux, on va tellement vite qu'on est quasiment aveugle pendant qu'on déplace les yeux. Mais vous essayerez ce soir, dans votre salle de bain, enfin devant un miroir, et vous essayerez de faire ces saccades oculaires de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et vous ne vous verrez pas déplacer vos yeux. Vous verrez uniquement œil à gauche, œil à droite, œil à gauche, œil à droite. Eh bien, vous verrez à ce moment-là qu'on peut bénéficier de ce petit temps où vous ne voyez rien pour modifier les formes qu'on présente, tout cela à l'insu des participants. On a donc une première phase d'apprentissage qui durait environ 3/4 d'heure. Et pendant cette phase d'apprentissage, on présentait par exemple des formes vertes.
Ces formes vertes étaient des formes qui étaient modifiées pendant que le participant bouge les yeux. Si le participant regarde la forme est triangulaire, alors que si le participant regarde ailleurs, la forme est plutôt ronde. Et bien sûr, si on demande au participant « Est-ce que vous avez vu quelque chose ?», le participant ne s'en rend absolument pas compte. Il ne nous dira pas « Oui, vous avez changé l'objet alors que je déplaçais mes yeux ». On a également présenté des objets rouges. Et ces objets rouges étaient des objets qui étaient, eux, identiques. Que le participant regarde l'objet ou qu'il ne le regarde pas, la forme restait tout à fait triangulaire. Donc ces formes étaient présentées de manière alternée, aléatoire et répétées pendant 3/4 d'heure, ce qui est quand même pas beaucoup. Suite à cette phase d'apprentissage, il y avait une phase de test. Ce test consiste à dire aux participants, maintenant il faudrait nous décrire ce que vous voyez avant de bouger les yeux. On a présenté les formes vertes et on demandait aux participants d'ajuster avec les touches du clavier les formes de manière à ce qu'ils nous décrivent ce qu'ils voyaient avant de bouger les yeux. On le faisait pour les formes vertes et on le faisait aussi pour les formes rouges. Alors pour la forme verte, dans l'exemple, il s'agit ici d'un triangle. Le participant nous décrit un triangle, alors que dans la forme rouge, il nous décrit quelque chose de plus rond. Voici, de manière très schématique, les résultats que nous avons obtenus. Quand on présente deux formes identiques mais de couleurs différentes, donc les formes sont identiques du point de vue de leur curvature, donc elles sont toutes les deux plutôt rondes, pour la forme verte, le participant nous dit ou nous montre quelque chose de beaucoup plus triangulaire. Alors que pour la forme rouge, finalement, la perception est beaucoup plus proche de la réalité. Il s'agit d'une forme qui est plutôt ronde. Qu'est-ce que cela nous suggère ? Ça suggère qu'on a réussi à modifier la perception que nos sujets ont des formes présentées. Je vous répète, ceci est complètement inconscient. Le sujet ne s'en rend absolument pas compte. On a réussi en 3/4 d'heure à modifier ces perceptions, à modifier la prédiction que le cerveau est capable de faire, des prédictions en moins de 50 millisecondes. Cela suggère aussi qu'on a été capable de modifier quelque chose au niveau des connexions nerveuses. Alors bien sûr, de manière transitoire et de manière inconsciente. Quand les sujets sortent de nos laboratoires, ils n'ont pas la perception complètement biaisée. C'est vraiment transitoire. Mais en tout cas, ça nous rappelle des phénomènes de plasticité cérébrale qu'on observe de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus marquée, par exemple chez des personnes qui sont aveugles. À l'arrière du cerveau, nous avons des zones ici dites visuelles. Pourquoi visuelles ? Parce qu'elles sont activées par les objets visuels, quand on regarde l'environnement, quand on lit par exemple. Eh bien, chez les personnes aveugles ou malvoyantes, il a été montré que ces zones visuelles ici peuvent être activées lorsque ces personnes lisent le braille. Par définition, elles ne seront pas activées par des stimulations visuelles, mais par des stimulations tactiles, puisque les personnes ne voient pas. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'au niveau de la perception tactile, les personnes aveugles ou malvoyantes ont une perception bien meilleure que la nôtre. En tout cas, ça montre cette fascinante capacité du cerveau à se réorganiser en fonction des événements de la vie, en fonction des interactions avec l'environnement. C'est une capacité d'adaptation, de plasticité qui se fait au niveau structurel et fonctionnel. Eh bien, nous, dans notre expérience, nous avons, de manière beaucoup plus transitoire, beaucoup moins importante bien sûr, modifié ces capacités de prédiction et d'anticipation. Alors, ce que je peux dire à la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans, qui se demandait pourquoi on n'avait pas mal au cœur quand on bouge les yeux, eh bien finalement, c'est parce que notre cerveau a cette capacité d'anticipation, cette capacité de prédiction qui est adaptable, qui s'adapte en fonction de l'environnement. Cette capacité qu'a le cerveau de prévoir les conséquences de ses propres mouvements. Ça, bien sûr, la caméra, elle ne peut pas l'avoir. Et d'ailleurs, quand certaines personnes sont sous l'emprise de l'alcool ou de certaines substances psychoactives, cette capacité de prédiction est altérée, cette capacité d'anticipation est altérée, et l'environnement peut ne pas paraître aussi stable. En tout cas, face à un environnement en constant changement, face à un environnement qui se métamorphose, le cerveau a des capacités fascinantes d'adaptation, il a des capacités de trouver des points de repère,
Et cette capacité d'adaptation n'a pas fini de nous étonner et de nous livrer ses secrets. Merci.